Coloscopie, Alex Vizorek. Laurent Baffy. Alex, bonjour. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va pas mentir aux gens, on est potes. Oui, enfin, moi je suis surtout un admirateur de la première heure. Je t'ai vu à la télé, puis j'ai travaillé avec toi. Et... Si tu veux me lécher le cul, fais-le bien. On est bien parti dans l'émission léchage de cul. Maintenant ça va, mais t'es impressionnant. Quand je suis arrivé chez Ardisson, t'étais juste à ma gauche. Ouais. Moi, j'avais le sentiment d'être bienveillant. Alors j'ai compris ça après. Combien de temps après? Je sais pas, la 3e émission. Alors Alex, tu es né un 21 septembre, comme le professeur Choron, François Cluzet, Bill Murray, Stephen King ou Édouard Balladur. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche? Choron, évidemment. Même si, certaines mauvaises langues diront Balladur. Mais toi, t'as pas été élevé à Harakiri comme moi? Non, je suis arrivé après, moi. Ouais. Non, j'ai découvert ça même sur le tard. Moi, ma génération, c'est le bébé de show. Ouais. Ah, c'est pas la même cantine. C'est pas la même culture. C'est pas la même lame aiguisée. Mais en même temps, ça moquait quand même le pouvoir. Donc, il y avait quand même une petite filiation. Hein. Oui, puis Jean Roucas était tellement de gauche. Et Jean Amadou aussi. Oui. Pardon, je fais une aparté, je parle à Romane. Quand j'étais jeune, j'avais 16 ans, mes parents ont découvert ma collection de harakiri. Donc, ils ont tout feuilleté, ils ont halluciné. Ah bah c'était violent, harakiri. La couverture de Dalida, les cuisses écartées, l'affiche et tout. Mais c'était comme ça que ça... Là, je parlais à Romane. Là. devait se consommer. C'est aujourd'hui, c'est le problème, c'est Internet. Parce qu'à l'époque, les gens qui aimaient achetaient. Donc, tu es né le 21 septembre 1981 à Bruxelles. Ton père, Yves, était chanteur. Il chantait quoi? Il a chanté l'adaptation de No Milk Today. Ah, Herman Hermit. Exactement. 3, 4. No milk today, my run is gone away. Je l'ai connu, Herman Hermit. Je l'ai connu. Et donc, mon père, il a fait Faut pas se fâcher. Faut pas se fâcher. Que faisait ta mère? Ma mère, elle travaillait dans les chaussures. Mon grand-père avait créé une usine de chaussures aux alentours de Bruxelles et avait 5-6 magasins de chaussures. Donc et moi-même, j'ai grandi en partie dans une usine de chaussures. Quelle sorte d'enfant étais-tu? Tu voulais faire quoi plus tard? Ta scolarité, c'était quoi? Non, bon élève. Pourquoi tu te marres? Parce que 3 questions de suite sans écouter la réponse, je trouve ça toujours très drôle. Non mais ils s'en foutent. Oui, ils s'en foutent des réponses. C'est les questions qui sont importantes. Ouais, c'est ça. Non, si je peux rebondir sur moi, je m'en fous pas. Qu'est-ce que je dis alors? Moi, je là, t'aide, c'est pas forcément le cas. Mais ça va arriver dans l'interview où je pourrais parler de moi. J'espère. Mais tant que l'invité parle de lui, non, mais t'as raison. Je m'emmerde. Quelle sorte d'enfant étais-tu? Alors, je vais te dire un truc peut-être. Moi, la célébrité me fascinait un peu. Donc, je regardais Drucker, je regardais La chance aux chansons. La chance aux chansons. Avec ta mère. Avec ma grand-mère. Avec ta grand-mère. Et oui, j'étais à la maison, c'était quoi, 17h, 16h, 17h. Donc, je pense, à l'époque, je pouvais citer des joueurs d'accordéon, tu vois. Ce qu'aujourd'hui, je suis plus capable de faire. Et tout ça a dû influer sur l'enfant que j'étais, qui avait des rêves de la génération d'avant. Donc, avec mes amis qui écoutaient Nirvana. J'ai déjà décroché dans des interviews. Mais à ce point-là, je passe au nez. Il m'a perdu. Non, mais ça m'intéresse. Moi. Il a parlé de Pascal Sevran. Alors, ça m'intéresse. Pardon, je parle à Roman. C'est quoi, c'est un manque de charisme ou c'est moi qui suis pas en forme? Pourtant, il est belge. Hein. D'habitude, je donne le change. Ouais. Et puis les Belges te fascinent d'habitude. Oui. Et là, ça t'intéresse pas. Là, j'arrive pas. Ouais, c'est comme ça. On peut parler de quelqu'un d'autre. Tu veux qu'on parle de Philippe Gueluc ou... Donc, encore un ami, tu voulais être artiste? Je savais pas trop. Mais parce que je savais rien faire. Ça, tu vas me dire, pas trop changé. Mais il s'auto-vanne. Je me suis dit, je vais la faire. Quoi. Jamais mieux servi que par soi-même, disait l'autre. Donc, j'étais pas spécialement bon peintre. Pas les doigts, ça passe mal à l'image. Tu vas voir, au 5e, c'est quand même bon. Et puis, je savais pas jouer d'un instrument. Je chantais pas spécialement bien. Alors, je rebondis sur moi. Vas-y. Moi, pareil. Confusément, je voulais être artiste, mais j'étais Et toi, t'as inventé un métier. Oui, mais très tard, c'est vrai, par la suite. Mais
Voilà, là j'ai parlé de moi, je suis content. Et ben voilà, à quelques années d'écart. Donc tes études plutôt bon élève en fait, mais vraiment si tu me demandais à 14 ans ce que j'allais faire dans 10 ans, c'était le vertige absolu quoi. Bah, quand tes parents ont 15 usines de chaussures. Une. Ouais, mais ça a jamais été tellement bling bling, tu vois. On allait en vacances dans des endroits normaux avec des gens normaux. Déjà, Roman se tient la joue comme ça. Si toi aussi tu le fais. On est deux. Non, mais j'étais en train de me demander si j'étais un gosse de riche. Oui, sans doute. Oui. J'étais un gosse qui a toujours eu quelque chose dans son assiette. Mais déjà, t'avais une assiette. Ouais, déjà, j'avais une assiette. À l'époque. T'as fait des études de gestion, puis de journalisme. Tu te projetais journaliste ? C'était le début de parler dans un micro. Donc, à mon avis, je me suis dit, c'est une façon peut-être d'être connu, de faire un métier un peu marrant. Et il y a des journalistes qui font des trucs marrants quand même. Regarde, tu fais journaliste toi maintenant. Et puis, cours Florent. Ouais. Pendant combien de temps Malik Bendalla, il dit pendant 15 000 euros. C'était quoi ? C'était 350 balles le mois et j'ai fait 3 ans. Donc t'as appris quoi là ? Oui, non, je suis à peu près un peu moins 15 000. T'as appris quoi ? J'ai appris qu'on était nombreux à vouloir faire ce métier et que, en fait, c'était extrêmement difficile d'être un très bon comédien, très différent des autres. Sauf qu'en dernière année, il y a cours de one-man show. Et là, on m'a demandé d'écrire des blagues moi-même. Et là, j'étais plutôt bon. T'as fréquenté des gens qui sont devenus connus plus tard ? Dans ma classe de one man, il y avait Pierre Lotin, donc le jeune acteur là qui cartonne. J'étais la génération où dans la classe libre, il y avait Benjamin Laverne, Pierre Ninet. Les bons étaient déjà passés. Non, c'est-à-dire que les bons, ils payaient pas. T'as une classe qui paye pas. C'est 20 personnes chaque année qui sont... Pourquoi il n'y a pas ça au pute qui sont choisis sur concours. Et donc, attends, parce que Roman, il a un budget escorte énorme. Combien ça te coûte Très peu, 350 € par mois. Voilà. Ça fait pas grand-chose. Ouais. Non. Enfin, ça dépend. C'est de l'heure. En vieillissant, tu consommes. Donc, tu t'es découvert un talent pour l'écriture et c'est dans la case one man que tu t'es reconnu. J'étais un peu meilleur, je pense, que Molière et Corneille pour me donner du travail. Donc, j'y suis resté. Des fois, j'écris trop vite et j'arrive pas à se relire. Ça fait des blancs dans l'émission. Les gens pensent que c'est de l'intellectualisation. Regarde comment je rebondis. Vas-y. Rebondis. En 2009, tu te fais remarquer au Festival de Rire de Montreux. C'est vrai. Déjà la Suisse. Que tu animeras plus tard avec ton spectacle Alex Vizorek est une œuvre d'art. Tu as toujours été marqué par l'art. Parce qu'aujourd'hui, tu as une promo. On en parlera tout à l'heure. Ouais, on te reçoit pour un livre que moi, j'ai déjà offert à mon voisin. Je ne l'ai plus physiquement. C'est vrai. Toi, tu l'as, toi ? Moi, je l'ai, ouais. Mets-le à côté. Non, je l'ai pas pris avec. Je me suis dit que tu allais faire le job. Non, on va te faire la promo. Ouais, c'est bien. Puis, tu deviens une petite pute du showbiz en faisant tout et n'importe quoi. Ouais, t'as raison. Dis-moi ce que j'aurais pas dû faire. Non, c'est toi qui vas nous dire ce que tu n'aurais pas dû faire. Tu commandes des matchs de foot. Ouais, ça c'est marrant. En plus du championnat de Belgique, la Jupiler League. Tu fais des chroniques à France Inter, chez Frédéric Lopez, chez Patrick Cohen, chez Charline Vanhoenacker, chez Nagui, chez Drucker, chez Ruquier, chez Thierry Ardisson. Ouais, à côté de toi. Où tu trouveras un ami, moi, et l'amour. Florence. C'est vrai, à toi je peux pas nier, je parle très peu de ma vie privée. Mais bon, toi tu l'as vu arriver. Elle travaillait avec nous, c'était une amie. Et toi, le premier jour, moi j'ai assisté à ça. C'était pas son genre, donc je me demandais où il voulait aller. Le premier jour, c'est pas son genre, pardon. Pas la fille. Il sort sa bite. Ah oui, d'accord. Et il la connaissait à peine. Et il lui claque la gueule avec nous, avec Thierry. On regarde. On n'a jamais fait ça, nous. Où il veut en venir? Coup de foudre, ils sont ensemble, ça va faire 8 ans. Du coup, elle a pas porté plainte, quoi, et c'est ça qui comptait, je pense. Roman, tu as un cadeau. Oui, tout à fait. J'ai un cadeau pour Alex, une très très belle carte, une carte qui va lui rappeler des souvenirs, parce que Trade Republic n'est pas seulement notre sponsor, c'est également le tien. Donc je te l'offre. Tu l'as déjà. C'est ton sponsor, mais est-ce que tu connais les avantages de Trade Republic ? C'est une banque qui n'a pas de frais bancaires et c'est une banque qui te rembourse 1% de tout ce que tu dépenses. Ça s'appelle le Safeback. Moi, j'adore parce que Trade Republic, il me donne un texte que je dis quand des gens partent avec 1 000 € et une banque qui vous aide à dépenser votre argent efficacement. Et ça, je trouve c'est fort parce que mais tu vois, c'est surtout une banque qui nous sponsorise et c'est notre premier sponsor et on les remercie. Mathias, merci. C'est bien de lécher le cul du sponsor, c'est important. Et puis elle est belle. Et puis efficacement ou pas, non, mais en tout cas, tu dépenses ton argent comme tu veux, mais là, il t'en reste un peu plus qu'avec les autres banques. Eux, ils disent efficacement. Et ça, c'est très bien.
Oui, alors qu'est-ce que tu as fait? Tu as même présenté les Molières, J'y retourne, hein. Ouais, je sais pas quand ça va être les victoires de la musique, ouais. les victoires de la musique classique. Classique, T'as vu le niveau un peu, mon pote? Les Hôtes d'Or. Alors, j'avoue que c'est un vieux rêve. Les Hôtes d'Or, si tu chopes le contrat, on les présente ensemble. À toi de nous dire qu'est-ce que tu n'aurais pas dû faire dans tout ça, quoi. Stéphane Bern aussi, t'as tout fait. Stéphane Bern, j'ai pas trop fait, non, mais je l'ai croisé plein de fois, oui. Tu lui as fait le cul, moi j'ai. Mais non, mais moi j'aimais bien. Enfin, tu vois, Ardisson, c'était mec que je regardais quand j'étais plus jeune, excuse-moi. Hein, mais non, mais Ardisson, c'est bien. Bah oui, c'est bien, évidemment que c'était super. Mais qu'est-ce que tu regrettes dans tous ces trucs-là? En vrai, rien. Il y a des trucs qui étaient plus marrants que d'autres. Non, mais Charline, ça a changé ma vie. Charline. Mais donc, si tu veux, Inter a changé ma vie. Est-ce que tu as déjà dit non à quelque chose? C'est ça la même question. Même pas à toi quand tu me proposes des plans pour aller, pas à moi. Pour aller jouer dans donc tu dis oui à tout en fait. Ouais, je dis beaucoup. J'appelle la régie. Ouais. Oui, Quentin. Ouais, c'est Roman vient de poser une question sans mon autorisation. Tu pourras couper ce passage? Merci. Je les coupe toujours, de toute façon. Merci. Je le sais, ça m'arrive souvent, mais c'est souvent coupé. C'était une bonne question. Ouais. Non, mais tu dis oui à tout, t'aimes bien tout faire, mais j'aime bien faire des trucs différents, et donc je dis oui. C'est lui maintenant qui se tient. Non, parce que j'ai besoin de soutien. Donc, voilà, t'es passionné par l'art, t'as fait un spectacle là-dessus. Bon, on va pas parler de ton spectacle sur la mort. Ah bah, on va pas plomber le truc. Énorme carton. Énorme carton. Le précédent, tu l'avais joué 10 ans. 10 ans, ouais. Ben, en fait, comme j'étais inconnu, plus ça avançait, plus j'étais connu, plus les gens me disaient tu devrais faire un spectacle. Je dis c'est con parce que ça fait 5 ans que j'ai commencé. Et donc après 10 ans, je me suis arrêté quand même. Alors, ton dernier livre s'appelle De la première à la dernière œuvre. Pourquoi ce livre? Bah moi je trouve ça passionnant de savoir comment les artistes ont réussi à devenir des immenses artistes, et dans tous les domaines. Donc j'ai choisi 30. J'en ai choisi 30. De Vinci à Johnny, c'est un peu pour le clin d'œil, parce que imaginez dans un même livre Léonard de Vinci et Johnny Hallyday, c'était un peu un clin d'œil. Mais il y a. Tu crois qu'il peut te permettre de faire des clins d'œil avec ta coquetterie dans l'œil? Disons que ça va plus vite pour moi. Parce qu'avec le petit, je gagne un temps fou. Oui, on attaque le physique. On attaque le physique. Ici, on attaque le physique. T'as le droit. Et j'attends Boudère avec impatience. T'as vraiment le droit. Et viens, Mimi. Viens, Mimi. On mettra un réhausseur. Viens. Si je dois répondre à la question, c'était. Je sais même plus la question. Alors moi j'ai adoré ton livre parce que j'adore l'art, j'adore l'homme. T'aurais choisi les 30, t'aurais choisi? J'adore ta façon, ferme ta gueule quand je parle, de vulgariser au bon sens du terme et de rendre accessible la culture. C'est un truc qu'on partage. Après c'est ta liste, c'est pas la mienne. T'aurais mis qui toi? Il y a pas Coluche. J'ai mis des proches. Oui, j'entends bien. Choisir, ouais, j'entends bien. Ah, si, j'ai une explication. Il y a que des gens décédés. Et comme je te souhaite. Ok, j'accepte ça. Je pense que c'est la meilleure excuse que je peux te donner. On attaque le bouquin. Oh, on le voit. C'est pas vrai, c'est bien fait, hein. Alors, on commence avec Léonard de Vinci. Ouais. Tu l'appelles le polymathe procrastineur. C'est vrai, il a beaucoup procrastiné, il a peint que 11 toiles. Déjà, et surtout, il a vécu longtemps pour un mec de cette époque-là. Il est mort à 69 ? Ouais, genre même peut-être un poil plus, mais... et donc, surtout, ce que j'aime chez lui, c'est que le mec est capable de dessiner des... tu nous vérifies la mort de Vinci. Des machines volantes, peindre la Joconde, écrire des poèmes. Il organisait des fêtes. Être architecte et organiser des fêtes, et toucher ces petits modèles trop jeunes pour lui. Donc voilà, une vie bien remplie. Ce que j'ai appris, non, je le savais, mais ce qui étonne toujours, c'est qu'à l'époque, les peintres avaient des nègres. C'est-à-dire que sur des grandes fresques, ils demandaient à des élèves de peindre, tiens, toi, tu vas me peindre les deux angelots, là, Léonard, les deux, hein, c'est ça? Il a peint 2 anges sur la toile de son maître Verrocchio. Il a peint 2 anges, et tout le monde faisait ça à l'époque. Rembrandt, c'est le plus connu, c'est-à-dire il avait un atelier, l'atelier Rembrandt, et il venait terminer les toiles. Et c'est pour ça que quand les gens me disent, mais t'as des co-auteurs, je dis toujours, ouais, mais Rembrandt, il terminait les tableaux. Parce que, effectivement, c'est une façon de travailler. Et je pense que choper le génie des autres, enfin, être aidé par le génie des autres. Plus fort. J'avais dit quel âge? C'était vachement bon. Ouais. Tu vois. Je vais te mettre dans le 2e livre, si t'arrive quoi que ce soit. Commence pas une phrase. C'est maintenant qu'on bouge les voix, ça va.
Non, mais c'est vrai que on n'imagine pas que les peintres déléguaient et qui venaient signer ou, tu vois. Alors, les grands. Oui, mais ils déléguaient pas. Maîtres de l'époque. Eux, ils arrivaient, ils disaient la ronde de nuit, ça va se passer comme ça. Ici, il y aura le moment important. Là, vous allez mettre des gens. Là, vous allez mettre l'escalier. La perspective, c'est celle-là. Et je reviens dans 4 jours. Incroyable. Tu fais pas comme ça avec Roman, toi? Je crois qu'ils le faisaient pas tous. Je crois que Michel-Ange le faisait pas, par exemple. Donc, Michel-Ange, il était peintre, sculpteur, scientifique, ingénieur, militaire. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci. Je t'ai C'est ce que j'ai dit. T'as dit Michel-Ange. On se repasse la bonne quand vous voulez. Léonard, donc il était tout ça, il était philosophe, il était décorateur, anatomiste, il déterrait les gens pour faire de l'anatomie. Il était organisateur de fêtes, c'est bien avant Jean-Pierre Bacry et... Il y avait plus de moyens aussi parce qu'il s'entourait correctement. Ouais. Il était sûrement végétarien, mais pas sûr à 100%. En tout cas, c'était un précurseur. Et ce mec est un génie, il s'est posé 1000 questions. Et quand il était gamin, son père lui a dit « ouvre l'œil ». Donc pour ça, il regardait les oiseaux, il était fasciné par le vol et tout. Il ouvrait l'œil tout le temps, il s'est posé toutes les questions fondamentales. Et cette dernière question qu'il s'est posée, c'est « pourquoi la soupe refroidit ?» Et il l'a écrit avant de décéder. C'est fou. C'est quand même un peu marrant. La vie des gens, l'histoire des gens. Et génie, tu termines une question con, toi qui es con comme une pine. Peut-être tu vas finir avec une question brillante. C'est pas vrai, c'est passionnant comme question. Pourquoi la soupe refroidit? C'est la transmission de l'énergie. C'est un truc très intéressant. On voit qu'il est ingénieur. Un point. Oui. C'est pas bête. Il m'a bien C'est pas bête. Et là, je veux que ce soit coupé. Mais tu vois, comme tu me reprochais de faire plein de choses, Léonard de Vinci, il faisait plein de choses. Oui. Molière. Oui. Compare-toi à Léonard de Vinci. C'est ce que je dis dans le bouquin, tu vois, comparons-nous au plus grand. Molière, est-ce qu'il a écrit ses pièces ou pas? Est-ce que c'est Corneille? L'important, c'est les pièces. Et en fait, c'est lui qui les vendait, c'est lui qui les jouait, c'est lui qui les portait. Donc, au fond, c'est sûr. Quoi qu'il se passe, c'est un génie. Alors après, je sais pas à quel point, je trouve ça toujours rigolo le débat, parce que moi, j'aime beaucoup Corneille aussi. Et il y a des comédies de Corneille qui sont très marrantes. Donc, en fait, c'est pas impossible, c'est l'époque. Ils étaient autour d'une table, peut-être ils ont terminé un truc, une discussion, et puis il est rentré, il a écrit, il a été inspiré par l'autre, ça c'est pas impossible. Mais tu rebondis pas là, tu fermes bien ta gueule là. Là t'as plus de biscuits là. Non, je réfléchissais à copie comique du XVIIe siècle. Faudrait qu'il se penche sur moi avec d'autres invités. Ouais. Comment il s'est mis Louis XIV dans la poche? Parce qu'à l'époque, il y avait la censure, tu jouais gros. Je crois qu'il le trouvait marrant, vraiment. Et puis, en fait, il avait vraiment du talent. Et même, il pouvait un tout petit peu se moquer de ce dont Louis XIV sans doute pouvait pas, la bourgeoisie, les faux dévots avec Tartuffe d'ailleurs, ça a été plutôt mal vu. Il a dû se leur manger une ou deux fois avant de revenir. Et il se moquait des médecins. Enfin, Ah bon? tu l'as un peu lu. Mais toi qui écris des pièces, Molière, ça doit être fou. Le poumon, vous dis-je. C'est non, quoi. Molière, c'est non, jeune homme, c'est un peu court. On pouvait dire au Dieu bien des choses en somme en variant le ton, par exemple, le tenait agressif. Moi, monsieur, si j'avais un peu le nez, il faudrait sur le champ que l'on me l'amputasse. J'ai pas mis Rostand, mais c'était intéressant parce que oui. Parce que il a fait peut-être la plus grande pièce de théâtre et au fond son œuvre, on peut pas en citer 1000. Peut-être Chantecler, mais peut-être. Et encore, Chantecler, c'est très marrant. Hein. On va parler des gens qui sont dans ton livre, d'accord? D'accord. Alors bon, il n'est pas mort sur scène. Ça, c'est là aussi un grand débat. Est-ce qu'il a écrit ses pièces? Est-ce qu'il est mort sur scène? Il est mort 2 heures après chez lui. Oui. En tout cas, il a joué jusque très tard, quoi. Dans la série, il a joué le malade imaginaire et il a fait le malaise en jouant ça. C'est quand même raccord. Pas imaginaire tellement, ouais. Non. Il a échappé à la fosse commune. Comment il a fait? Il a une petite dérogation parce qu'à l'époque les comédiens. Il avait plus ou moins. Il l'a enterré de nuit. Avec le recul, c'est quand même sympa. Mais là, je sais pas. Il a à côté de la fontaine au Père Lachaise, mais personne n'est très capable d'expliquer s'il y a leurs dépouilles dedans. En tout cas, ils ont 2 lieux tu peux lire des bouquins. Il a du métier. Il a le sens de l'enchaînement. Jean de la Fontaine. Vas-y. Ben, tu dis dans ton livre que c'est le premier vrai auteur de sketch. Et je suis assez d'accord avec ça. Ça me fait plaisir. Non, mais tu as raison. Tu as raison. Alors, il n'a rien inventé. Il a tout pompé à Ésope, qui était un fabuliste grec, mais c'est pas très grave. Non, parce qu'il mettait en mots, je sais pas, les blagues qu'on se raconte depuis qu'on est gamin, il y a des gens qui les racontent mieux. Et puis il y a des gens qui en font des spectacles. Et puis s'il n'y avait pas eu La Fontaine, qui se souviendrait d'Ésope aujourd'hui? Personne.
Probablement. Non, je me suis pas posé la question, mais c'est vrai. Mais d'ailleurs, peu de gens s'en souviennent. Mais bon, toi qui aimes les animaux, peut-être Ésope, tu le portais sur ton cœur. La Fontaine, il a tout piqué. Ésope, 40 ans de fable et un style, un sens de la formule éblouissant. Bref, un génie, un vrai génie. En tout cas, du mot juste, à mon avis, du temps passé pour que tout soit parfait. Oui, c'est un exemple. Nous qui, aujourd'hui, et j'en fais partie, moi j'aime bien travailler comme ça, monter sur scène et aller essayer en disant la phrase de la manière la plus naturelle possible. En stand-up, on fait ça, c'est-à-dire que tu mets une idée, tu mets un mot et tu dis la phrase. T'as raison de m'apprendre le stand-up, j'aime bien. Tu fais ça, toi ? Comment tu bosses, toi ? Je sais pas. À la fin de sa vie... Peut-être c'est très écrit quand même, toi. Non, il y a beaucoup d'impro aussi. À la fin de sa vie, parce qu'il avait écrit pas mal de textes de cul, il a tout renié, parce que tu sais, avec la... il était croyant, et puis il y a l'échéance finale qui se rapproche, donc il a flippé, il a tout brûlé, mais il reste... On a des traces de... Il y a quelques fables, surtout à la fin de sa vie, où il fait des fables pro-Dieu, pro-bigote, en espérant que Dieu lise que les dernières quand il va arriver en haut, en disant « Mais non, ça va, allez, passer. Je veux pas lire les 450 précédentes. » Tu connais par cœur le Sgeg et la touffe? Non, rappelle-le-moi. Je connais pas, mais... Maître du Sgeg, qui était bien perché. Il y a moyen, à mon avis, si on se donnait 1h30, on arriverait à quelque chose. Je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. Tenez dans son bec, il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose. Mozart. Peut-être le plus génial. Non, mais c'est là où tu creuses un peu, parce qu'il y a pas... C'est quand même assez précis. C'est là où j'ai appris que Mozart faisait de la musique. Oui. Essentiellement. Que le grand public ne sait pas forcément. Mais c'est aussi... c'est ça. Pour ça, quand on regarde des podcasts, c'est pour apprendre des choses aussi. Contrairement à Van Gogh, il avait l'oreille absolue. les deux, même. Contrairement à Van Gogh. Ça veut dire quoi, l'oreille absolue? Ça te reconnaît toutes les notes? Si tu fais Stung, il peut te dire c'est un Do. Et tu fais Stung combien de fois par semaine? Quand j'ai séduit ma compagne, Stung. Et puis voilà. Alors, tu connais la citation de Desproges, évidemment, sur Mozart. À 5 ans, il avait déjà écrit le boléro de Ravel. Ouais. Gros pétomane eschatologue. Oui. Raconte. Apparemment, il aimait bien ça, mais quand on regarde Amadeus de Milos Forman, tu le vois un peu courir derrière les filles, tu le vois un peu idiot. Alors, est-ce qu'il était... Enfin, idiot, c'est difficile. Il chante, il court, il a envie de baiser tout le temps. Un jeune de 30 ans à Vienne qui aime l'amour. Et ça se ressent dans sa très crade. Il a des écrits très crades. Ouais. Sa correspondance, c'est très scato. Oui. Je pensais que tu étais documenté. De dénigrer Mozart. Non, je trouvais que c'était amusant parce que ça ramène aussi à la réalité. C'est pas un mec qu'on sort de sa boîte. C'est un génie quand tu mets devant un piano. Comme longtemps. Pour vérifier. Non, t'aimes pas celle-là? Non, celle-là, non. C'est pas possible. Moi, je me Roman, il juge les vannes. C'est vrai. Il dit oui ou non. Non, mais comme dans la... il est longtemps qu'il sort de sa boîte. Ouais, elle est bien. Allez, vas-y, elle est bien. Oui, il a vite changé la vie. Ouais, je la garde comme ça. Je soutiens un petit peu. Ça veut dire. Retire ta main. Je trouve que t'as bien lu le livre. Je l'ai adoré. Franchement, ça fait très plaisir. Je l'ai adoré. 10 ans après son enterrement, un fossoyeur, il va piquer son crâne. Et donc, on ne sait pas très bien où est Mozart. Et apparemment, il s'en vend sur les réseaux. Moi, j'en ai 2. Et elle est bien, cette vanne. Si. Oui. Et puis, elle est alésienne. Puisque dans le musée d'Alphonse Allais, tu as le crâne de Voltaire enfant. Et tu fais partie de l'académie Alphonse Allais. Tu vois pas? Non, j'ai été refusé pour odeur corporelle. Mais je ne suis pas... Oui, c'est vrai que l'hygiène est quand même recommandée. Je vais te dire, il y en a quelques-uns qui ont un âge où l'hygiène est plus terrible. Honoré de Balzac. Moi, je l'ai lu très, très jeune à l'école, on était obligé de lire ça. Alors, on a tous le même parcours. Ça nous a fait chier à l'école, le Père Goriot. Je pense qu'on nous l'a mal vendu parce que franchement, c'est un excellent raconteur d'histoire. C'est un excellent mec comprend l'humain comme peu de. Il dit si on m'avait. Ta phrase a tellement mal commenté. Il dit si on m'avait enfermé dans une cave à 11 ans, j'aurais pu écrire. C'est pas Natacha Kumpouch, elle dit.
On dit qu'elle est bonne ou pas? Elle est bien. Par rapport à Yves Montand. Elle est bien. Elle est bien, t'as aimé. Tu dis ça parce que t'aimais Yves Montand, parce que c'est du même genre. Et il dit, j'aurais pu écrire la comédie humaine parce que j'avais compris comment ça fonctionnait. Et je trouve ça fou. Mais c'est vrai qu'en tant que gosse, si tu dis que De Vinci observait les oiseaux, je pense que Balzac, il observait l'humain et il le comprenait bien. Ça nous a fait chier à l'école. On l'a redécouvert après grâce au cinéma, aux adaptations. Hein. Oui, et puis on peut se replonger. C'est un oui très bizarre. Hein. Bah non, parce que... En fait, c'est un... Comment dire? C'est un effort d'humilité. Genre, t'as relu Balzac, t'as lu toute la comédie humaine? Mais non, tu rigoles ou quoi? Jamais. Ah, son nom est pas mal. Il est mieux le nom. Il est plus ça. Oui, mais t'as raison. Je comprends pas pourquoi à l'école on nous fait commencer par le Père Goriot. Qui est pas le livre le plus passionnant pour des jeunes. Moi, j'étais Eugénie Grandet. Ils m'ont fait lire à l'école. Mimi Mathieu, alors il a fait une blague, on a dit Eugénie Grandy. Elle n'a pas terminé. Tu l'aimes bien celle-là? Ah non. Très mauvais businessman qui menait grand train. Ils étaient endettés en permanence. Ils couraient après le blé. Mais c'est marrant parce que moi je trouve ça peut-être il l'a pas fait pour ça. Il avait besoin donc de blé, donc il écrivait. Il jouait des appartes avec un faux nom. Parce que plus personne voulait jouer des appartes, alors que comme c'était une star. Enfin, je veux dire, il vendait des livres, sauf qu'il dépensait tout l'argent quand il arrivait. Il y en a sans doute encore aujourd'hui, on citera pas tout le monde, mais... Les putes et la coke. Bon, après, si t'as gagné ton argent... Ce roman de Balzac est méconnu. Les putes, la coke l'après-midi est un très bon roman de Balzac. Non, mais je peux te raconter une anecdote. Tu me diras après ça. Tu me diras après si elle est intéressante ou pas. Il y a un joueur de snooker belge qui s'appelle Lucas Bressel et qui a été champion du monde de snooker. Donc, tu gagnes beaucoup d'argent quand tu es champion du monde de snooker. Et puis, pendant 1 ou 2 ans, il a mal joué. Et les gens lui demandaient « Mais pourquoi vous avez mal joué ?» Il dit « Mais en fait, j'avais beaucoup d'argent, je le dépensais, dès que je vais de nouveau être pauvre, je vais re-être bon. » Enfin, les phrases sont pas bien. Je vais être à nouveau bon. Tu gagnes beaucoup d'argent en ce moment, toi. T'as raison, il faut. Je vais aller au pute et prendre de la coke. Je vais me remettre. Oui, mais je trouve que c'est intéressant. Moi, c'est pas ma façon de me motiver. Moi, je pense que tout ce que je fais, je le dirai pas à mes employeurs, mais je le ferai pour la moitié de ce qu'on me donne, parce que je trouve ça joyeux. Mais ce sera la bonne annonce. mais par contre, je trouve ça chouette qu'il y ait des gens qui aient besoin de ça pour se motiver. On se dit, si maintenant je gagne pas, je paye pas mon loyer, quoi. Et c'est vrai que c'est peut-être motivant quand tu te poses devant la boule, tu dis je vais la mettre parce que sinon je paye pas mon loyer. Très sérieusement, moi, si j'avais une fortune, peut-être je bosserais moins. Je bosserais toujours, Roman, mais je bosserais moins. Oui. Un peu plus de vacances. Balzac, il meurt à 51 ans d'un excès de café. Il s'est détruit le cœur parce qu'il bossait 16 heures par jour, lui. C'est jour et nuit. C'est pour ça qu'il y a aussi des mauvais passages dans la comédie humaine. C'est-à-dire que parfois, il a besoin de... T'as lu les 30 volumes? J'ai pas lu les 30 volumes. Alors, ne juge pas des bons passages comme ça. Non, mais il y a un passage, je crois que c'est dans Eugénie Grandet, sur la clenche de la porte. Il y a 4 pages sur la clenche de la porte. Et là, tu sentais bien qu'il avait besoin de tirer à la page, qu'on venait chercher les feuillets le lendemain et qu'il a dit, allez, vas-y, je te décris la clenche de la porte. Quoi. Parce que c'était feuilletonné à l'époque, c'était vendu. Alors, je sais pas, mais en tout cas, tu sentais qu'il les tirait. Ah, tu étais bien renseigné. Jules Verne. Marrant, Jules Verne. Parce qu'il aimait pas ce qu'il faisait. Et c'est quand même fou. Et en fait, il rêvait d'être Alexandre Dumas. Il était persuadé que ses romans, c'était pas de la grande littérature. Et en fait, il était tombé dans ça, dans les trucs du futur. Un peu par hasard, c'était une commande. Et il a écrit, et puis c'était bien. On lui a demandé un autre. Et puis, en fait, lui, il voulait être Alexandre Dumas. Et il a jamais réussi à être à la hauteur de son idole. Enfin, lui, il croit. Lui, c'est le 2e auteur le plus traduit au monde, ce qui n'est pas le cas d'Alexandre Dumas. Je sais pas ce qu'il penserait. Est-ce que c'est bossé, cette interview? Par toi? Oui. Extrêmement bien. J'en ai fait une 20aine sur le livre. Tu dois facilement être dans le top 3. Je vais monter. Je vois bien, on avance un par un. Je vais monter. Mais je sais, tu sais quoi? Je savais qu'il te plairait le bouquin. Parce qu'il est écrit, il y a plein d'anecdotes, il y a des machins. Il est top ton livre. Quoi? Il est top et puis on peut... tu peux picorer où tu veux. Je finis mes phrases encore une fois. Et je dis que ton bouquin c'est de la merde. Donc, une anecdote sur Jules Verne? Déjà, son fils a continué à écrire des bouquins après sa mort. J'allais te dire ça, c'est assez marrant. C'est-à-dire que ça marchait tellement bien fatalement, une fois qu'il est mort, il n'y a plus de Jules Verne. Et donc, il y en avait quand même l'un ou l'autre qui étaient dans des tiroirs. Donc, ils en ont sorti 1 ou 2 après sa mort qui ont très bien marché.
Et ils se sont dit, en fait, on va continuer. Et donc, on a inventé qu'on en a retrouvé. C'est son fils qui rêvait un peu d'être aussi bon que son père, qui signait. Ça a marché un peu. Et ça a marché jusqu'au moment où ils se sont rendus compte qu'il y avait des erreurs de chronologie. C'est-à-dire qu'il faisait référence à des inventions que Jules Verne n'avait pas pu connaître puisqu'il était mort avant. Et donc là, les gens se sont dit, c'est quand même louche au 6-7e. Ça fait illusion, hein. Regarde les punchlines de Marine Le Pen. C'est vrai, parfois la fille reprend bien la baraque. Gustave Eiffel. Moi j'ai choisi lui parce que je trouvais que... Moi j'ai choisi lui, c'est là on voit que t'es étranger. I choose this guy. Toi choisis lui, pourquoi? Non, j'ai choisi Gustave Eiffel. C'est vraiment un exercice d'humilité très impressionnant. Et tu parles comme ça à Jean Dujardin, le pire c'est que c'est vrai que oui. Oui. Ouais, c'est un copain. Je sais. Parle plus mal que ça, d'ailleurs. Toi, t'as plutôt un traitement de faveur, là. Je le dis. Il est ton Oscar, tu peux te le foutre dans le cul, connard. Voilà. Mais non, parce que je trouvais que c'était bien d'avoir des métiers différents. Et architecte, c'en était un quand même. Parce que, est-ce que t'es un artiste? Mais c'est un génie, je suis d'accord avec toi, il mérite sa place dans le bouquin. Quand même, ouais. Maintenant, on va dire du mal. Allez. Il a volé l'idée de la Tour Eiffel. Les deux mecs ne sont pas rentrés dans l'histoire, il a piqué l'idée. Et ça s'appelle la Tour Eiffel. Et non pas la tour, j'ai pas retenu le nom des deux. Oui. Le sens de la relance pourra. Alors, je trouve, t'as raison qu'il faut, il mériterait d'être réhabilité. C'est bien de raconter l'histoire, mais aujourd'hui, tu vas plus débaptiser la Tour Eiffel, quoi. J'ai une info que tu connais pas sur Gustave Eiffel. Il s'appelait Beneckhauser. Je sais pas. Et il a changé de nom. Et il a pris le nom de Eiffel, qui était un plateau à Cologne. C'est ses parents qui étaient d'origine allemande. Sinon, aujourd'hui, la tour s'appellerait la tour Beneckhausen, alors que c'est l'emblème de la France. C'est vrai. Et il avait un nom de famille de Bosch. Tu savais pas ça? Ça, je sais, putain. J'aurais dû écrire avec toi. Ben voilà. Combien de morts à la tour Eiffel, à la construction? Ah, quelques-uns. Hein. Combien? Non, mais tu m'interroges. Un mort, un seul. Par contre, beaucoup qui ont sauté après. Ah, oui. Ouais, c'était un spot de dépressif. À telle enseigne qu'ils ont mis des filets. 2 ans de construction, 2 mois et 21 jours. C'est incroyable comme ça a été rapide. Après, c'est vrai qu'on parle que de ça, mais il a fait d'autres trucs. Hein. Oui, le viaduc de Garabit, et puis même dans le monde entier. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monuments que tout le monde connaît à ce point-là, quoi. C'était la dentelière du fer. Et j'aime bien cette anecdote, c'est Apollinaire, je crois qu'il détestait la Tour Eiffel. Et donc, il adorait manger dedans. Non, c'est pas Apollinaire, c'est Maupassant. T'es sûr? Et il disait, je vais déjeuner à la Tour Eiffel parce que c'est le seul endroit où je la vois pas. T'as pas travaillé, en fait. T'as pas travaillé ton livre. C'est une anecdote qui est pas dedans, je crois. Oui, mais donc, tu t'es trompé. J'ai essayé d'en ajouter une, mais... Il a fait l'ossature de la Statue de la Liberté aussi. Avec Bartholdi. Tu es devenu humble là maintenant. Quoi? Tu es devenu humble. Bah non, c'est vrai. Mais par contre, oui. Après, le dessin et ce pourquoi elle est connue, c'est pas lui. Non, mais elle était là, elle a été commandée pour l'exposition universelle de 1889, c'est ça? La Tour Eiffel. Ouais. Et sa durée de vie était de 20 ans. Ils étaient censés la démonter. Et c'est la guerre qui l'a sauvée. Et en fait, il paraît qu'elle, du coup, je crois qu'à Paris, ça reste quand même un truc qu'on raconte pas, mais elle est pleine d'amiante. Et que donc, c'est pas très très bon d'aller faire son jogging autour. Et moi, je suis emmerdé parce que j'habite à 200 mètres. Du coup, j'ai arrêté le jogging. Pour être sûr. Elle est pleine d'amiante. Ah, tu veux dire sur les peintures ou... Mais la peinture, il la change tous les 7 ans. Ouais, donc maintenant, apparemment, le taux de pollution autour de la Tour Eiffel est terrible. Ah ouais. L'air est pas génial. D'accord. Ah bah c'est moral, tous les riches qui habitent à côté ils vont choper une merde. C'est la radiodiffusion qui a sauvé la Tour Eiffel. Ouais, tout le temps. Parce qu'ils ont fait envoyé des messages jusqu'à Orléans, je crois, la première fois. C'était le point le plus haut de Paris. Donc on peut dire que c'est la guerre qui a sauvé la Tour Eiffel. Sans la guerre, il n'y aurait pas eu la Grande Vadrouille non plus. Hein, donc, je veux dire... Bonne réponse. Alors à Tour Eiffel, on l'a appelé le lampadaire tragique, le squelette disgracieux, la girafe percée, le suppositoire géant. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Parisien qui l'aime pas. Mais à l'époque, c'était particulier, quoi. T'imagines? Mais Paris sans la Tour Eiffel. C'est là où vous êtes marrants, les Français, parce que dès qu'il y a un nouveau truc, vous retombez dans ça. C'est-à-dire les Granits du Livre, la pyramide, les colonnes de Buren, le Pompidou. Dès qu'il y a un nouveau truc, je suis d'accord. Vous dites c'est dégueulasse. Et puis après, quand on vous l'enlève, les gens s'en souviennent plus. Mais la pyramide du Louvre, quand elle est sortie de terre, il y avait des manifs devant pour la détruire.
On devenait fou avec ça, c'est vrai. Le scandale du centre Pompidou, ça a été pire. En plus, oui. Cette machine, cette chauffagerie géante. C'est toujours très bizarre, mais c'est bizarre à regarder. Mais on est habitué. Et moi, je crois que... quelle année le centre Pompidou? Parce que moi, j'ai jamais vraiment connu Paris. J'ai les années 80. Ouais, du coup, moi, gamin, j'ai toujours vu ça. Moi, ça m'a toujours semblé... alors, certes, pas très haussmannien, mais... mais quand même. Non, mais original, oui. Ouais. Non, mais on a tous un avis après sur... Moi, je trouve ça très joli, la pyramide du Louvre, même si l'endroit peut apparaître comme un sacrilège. Rappelle-toi, quand il l'a créé, tout de suite, t'as été pour? Mais je ne sais plus à quel moment j'ai été pour, en fait, mais j'ai pas été contre. Par exemple, les colonnes de Buren, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. C'est pas vilain. C'est pas vilain non plus. C'est pas vilain, c'est pas, tu vois. Non, mais la pyramide, c'était aussi parce que la pyramide, c'était un truc de Mitterrand. Oui. Que Chirac était maire de Paris. Était contre. Et qu'il y avait un truc politique dans l'opposition la droite avec ce projet. Oui, exactement. Oui. Mais c'était un truc progressiste, c'était un truc de... le souligner, il a raison. Van Gogh, il n'a vendu qu'une toile de son vivant. Les Vignes Rouges, qui étaient à Moscou, au musée à Moscou. Il voulait être pasteur comme son père. Ouais. C'est-à-dire qu'il savait pas quoi faire de sa vie. Et donc, à un moment, ils l'ont mis pasteur et ça lui allait pas mal. Et puis, il l'envoie voir des mineurs dans le sud de la Belgique. Avec Morandini. Elle est bonne. Elle est bien. Là, je prends. Et il commence à dessiner ce qu'il voit, parce que comme il n'y avait pas l'appareil photo à l'époque, il dessine. Et en fait, les premiers les mangeurs de pommes de terre, c'est ignoble. C'est plus tard, c'est déjà. Mais en fait, c'est des croquis sur... Mais t'aimes bien cette toile ? Je la déteste. J'adore Van Gogh, mais la première période... En fait, tu sais pourquoi moi j'aime bien? Parce que c'est la région d'où je viens. C'est chez toi. Ouais. C'est le Borinage, c'est la région de Mons et tout. Donc, moi, ça me raconte la Belgique un peu. Donc, je les aime bien pour ça. Sinon, sans doute que le millet et les cueilleuses de blé est plus joli. 900 tableaux, c'est beaucoup. Après, il y en a qui ont fait plus. Picasso a fait plus. Là, ce qui est formidable, c'est 900 tableaux sans en vendre jamais un. Enfin, un seul. C'est-à-dire que vraiment, quand les gens me disent est-ce qu'il y a un point commun entre tous les artistes, je dis je crois qu'il y en a un. C'est que c'est des gens qui ne pouvaient rien faire d'autre et qui auraient fait ça même si ça n'avait pas été leur art. Sinon, il n'y a pas de point commun. Mais Van Gogh, c'est un bon exemple parce qu'il a peint 900 tableaux et jusqu'à la toute fin de sa vie, il le termine, il meurt le lendemain, son dernier tableau. Et en fait, je sais même pas pour qui il les peignait, est-ce qu'il les donnait à quelqu'un, Imagine sa carrière sans son frère Théo qui le... Sa belle-sœur, c'est la femme de Théo qui trouve que c'est pas normal et qui va voir des musées à Amsterdam et qui crée la légende du vrai. Puis qu'il fait vivre à l'époque, parce qu'il fallait payer les peintures, les couleurs, Le truc, c'est que ça, il a un peu troqué, quoi. De temps en temps, il payait une note quelque part avec un tableau, mais purement vendre, il n'a jamais fait. Enfin. C'est lui qui a lancé cette devise, les absinthes ont toujours tort, non? Mais elle est marrante l'anecdote sur la couleur des tableaux de Van Gogh, parce que comme à un moment il prenait trop d'absinthe, il voyait un peu plus jaune. Et donc les tableaux, les couleurs, les tournesols, c'est un truc de pocheron. Je croyais qu'il avait un problème, de vision. Qui voyait pas bien les couleurs. En partie dû à... Alors, je crois que c'est la... Faut expliquer aux jeunes que l'absinthe, c'est une sorte de pastis de l'époque, mais en 50 fois plus fort, et qui rendait fou. Et Toulouse-Lautrec, tous les gens de l'époque buvaient ça, et ça l'a bien déglingué, lui, non? Je pense que si tu buvais de quantité... Moi, j'en ai bu un à Berlin. Quand j'étais à Berlin, c'était légal. J'étais en Erasmus à Berlin, donc tu pouvais boire de l'absinthe. Dis-le aux jeunes qui veulent boire de l'absinthe. Allez à Berlin, quoi. Je sais pas comment c'est maintenant, mais j'ai goûté juste... T'en avais de la verte et de la rouge, je crois. Et la verte, si tu mettais dans une fois par mois, parce qu'elle est ça. Il mettait ça sur une cuillère et avec un sucre. Ouais. Et ça t'a fait quoi? J'ai pas un souvenir fou. Je trouvais ça marrant d'avoir bu de l'absinthe parce que je me suis pris pour... Nous, on aime bien le pastis. Tu penses que ça nous... Moi, j'ai déjà bu de l'absinthe, mais c'est à 70 degrés. C'est vrai, il faut la boire avec vraiment un sucre parce que sinon, c'est comme de l'alcool à 90. Tu bois pas ça, quoi. C'est pas agréable. Arthur Rimbaud, le zutiste incertain. Alors, explique. Il y a toute cette partie où il invente des mots parce que, mine de rien, tout le monde se pavane devant Rimbaud. Abracadabrantesque. C'est de lui que ça vient. C'est pas de Chirac. C'est pas étonnamment, un poète à sa façon, mais différemment. Et
Moi, j'ai pas grandi avec Rimbaud. Je sais bien qu'il y a beaucoup de Français qui, à 17 ans, rêvent tous d'être Rimbaud. Moi, je trouvais que c'était compliqué à comprendre. Et quand on m'a expliqué qu'en fait, il fallait pas toujours comprendre, mais il fallait ressentir, ça m'a simplifié la vie sur Rimbaud. Et ce que je trouvais... T'as vu le 2 ? C'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Mais je voulais qu'il soit là avec Proust. Parce que pour moi, c'est les deux opposés sur... Eh oui, Rimbaud, 5 ans d'écriture. Proust, combien ? Il a commencé c'est à ça l'âge, qui est intéressant. voilà. C'est qu'il a commencé à l'âge où Rimbaud était déjà loin il a commencé à 38. Et Rimbaud, il J'ai finit... lu le bouquin ou pas ? Il finit à 20... J'ai dit 38. Il finit à 21. Donc je trouve que c'est super quand... Parce que si t'as 22 ans et que tu dis je rêve d'être un grand écrivain, si tu regardes Rimbaud, tu te dis bah merde, c'est foutu. Parce que lui, il avait déjà tout fini. Il avait... Le Grand Môle, non, ça... Alain Fournier, je sais pas quand il a écrit tard. Ben non, tôt, puisqu'il est mort à la guerre très tôt. J'avais... C'est pas pour moi, je l'aurais pas mis dans les 30 que je préfère, mais je trouvais intéressant parce que c'est l'homme d'un bouquin. Et donc tu peux avoir un coup de génie. Tu parles de Rimbaud. D'Alain Fournier. Rimbaud, son parcours, il est incroyable parce qu'il commence comme... Quitter Charleville déjà, et ça... qui sommes-nous pour lui reprocher ? Comme poète surdoué, et il finit comme trafiquant d'armes. Ah, mais une fois qu'il range son matériel, sa plume et son papier... Sa vie, c'est vraiment tout autre chose. Et on a récemment retrouvé une photo de lui. On pense que c'est lui sur une île grecque ou un truc comme ça, en train de faire de la contrebande ou un port turc, quoi, je sais pas. Et évidemment, c'est impressionnant. Ah non, moi j'avais dans une boîte gay à Mykonos. En vrai, peut-être bien. C'est moins étonnant. Mais c'est vrai qu'il y a un mythe Rimbaud en France. Et en Belgique aussi. Oui, bien sûr, c'est à côté de chez nous. Parce que c'est en Belgique qu'ils se sont tirés dessus, Rimbaud et Verlaine. Et tirés dedans. Si je peux me permettre. Mais le coup de fusil, c'est à Bruxelles. Ouais. Il y a eu deux coups de revolver, et ce revolver a été vendu aux enchères. Il y a un livre de François-Henri Désérable sur, justement... Laisse-nous juger. ce fusil. Balance une photo, voir s'il est désirable. Alors, elle est beau gosse. Le salopard est beau gosse. C'est sûr de François-Henri ou Désérable, c'est sûr. Voilà. Je crois que c'est François-Henri, t'as un doute. Justement, okay. Sur l'histoire de ce... Enfin, après, c'est une histoire inventée, mais quelqu'un qui rachète ce fusil qui a appartenu à ces deux génies et qui se sont tirés dessus, effectivement. Du coup, je ne sais plus quelle était la question. Moi non plus, je m'en bats les couilles. C'est vrai, moi aussi. Alphonse Allais. Alors, il y a une académie Alphonse Allais dont tu fais partie. J'étais le plus jeune membre oui. À un moment, et puis d'autres sont arrivés, et puis j'ai vieilli. Mais c'est assez marrant parce que elle est aussi décalée que ne l'est Alphonse Allais, et qui pour moi est, après La Fontaine, un des gens les plus importants dans l'humour français, dans l'esprit français. On vient de parler de Rimbaud. Alphonse Allais est né le même jour que Rimbaud. Et Dieu sait, c'est comme quoi, tu vois. Et la même année. On peut être très différents. Ce sont des jumeaux cosmiques. Ouais. Incroyable. Ils n'ont pas la même carrière, pas le même rapport à la vie. Moi, je me sens plus proche d'Allais dans tu vois, le côté toujours. Il a l'air toujours joyeux, toujours positif. Il aimait bien aller avec ses potes dans les cafés à Montmartre. Quand il avait une idée, il écrivait une ligne. Et comme Palmade. Et oui, sans doute. Pour les gamins qui connaissent pas Alphonse Allais, c'est un génie de l'aphorisme, de l'absurde. Ne nous prenons pas au sérieux, il n'y aura aucun survivant. C'est de lui. C'est de lui. Bah, souvent, en grosse tête, moi, c'est là que j'ai entendu pour les premières fois son nom, c'est qu'il est très souvent cité. Tu fais partie des grosses têtes. Avec comme toi. Alors, je vois que tu régales les jeunes et que tu nous fasses quelques citations de Alphonse Allais. Je peux pas te les faire de mémoire, mais dans le bouquin, c'est le seul endroit. Tu peux pas les faire de mémoire. Oh non, moi je suis fasciné par les Français. Jean d'Ormesson qui dit, alors comme disait Chateaubriand. En revanche, c'est un des rares artistes, voire même le seul dans le bouquin, où il y a une page complète où ni moi ni mon co-auteur on a touché. Il y a que des phrases d'Allais mis bout à bout, parce que ça se suffit à soi-même. Et il était inventeur également. Mais absurde. La tasse avec la hanse à droite, avec la hanse à gauche pour gaucher. Et en fait, il y a cette drôlerie que tu ne comprends pas tout de suite que c'est absurde et que c'est drôle. Et je crois que c'est une bonne façon de sélectionner vos compagnes, c'est de leur raconter l'anecdote du crâne de Voltaire enfant. Et il arrive, j'ai déjà vu du vide dans le regard. Moi, je dis compagne, mais même sélectionner ses amis. J'ai déjà vu du vide à la narration de cette trouvaille d'Alphonse Allais. Proust, l'asthmatique chronique. Une anecdote sur Proust ?
Bah, là, je trouvais que c'était important de le mettre parce que c'est très rassurant de savoir que tu peux être un des plus grands écrivains français mondiaux en commençant à 38 ans. Je trouve que c'est vraiment rassurant pour... Alors qu'il s'est longtemps levé de bonheur, mais qu'est-ce qu'il foutait? C'est vrai. Il n'écrivait pas. Il était trop en train de bouffer des madeleines, dans le thé chaud, et puis voilà ce qui se passe. Et c'est vrai que oui, c'était un dandy, il était dans la haute société, il observait, sans doute, il avait moins de problèmes de moyens que Balzac, donc il avait pas besoin d'écrire. Et puis au palace de Cabourg, il regardait passer les petits culs. Voilà. Et à un moment, il s'est dit, tu sais quoi, je vais écrire aussi. Et là, il a commencé une phrase que je m'ai terminée parce que c'est pas facile, Proust. Hein. J'ai fait des lectures de Proust, c'est beaucoup de taf. Hein. Parce que pour redonner vie à ce qui est écrit et redonner sens, quand la phrase commence là et que la conjonction qui va avec arrive la page derrière, c'est très difficile. Mais c'est très beau. Colette, la scandaleuse qui aimait les chats et elle écrivait sur les chats. Nana, c'est... On peut le dire. Et ce qui est rigolo, elle, c'est que pendant longtemps, c'était un peu la Marie Curie de la littérature parce que c'était son mari qui prenait toute la gloire. Et puis à un moment, elle a dit, tu sais quoi, en fait, c'est moi qui les écris les bouquins. Donc c'était qui son mari? Je sais plus son nom, mais... Elle n'a pas pris tant de gloire que ça. Oui, mais c'est ça qui est fantastique. Elle traitait des sujets tabous et scandaleux pour l'époque. Après, quand elle a écrit toute seule, parce que... La sexualité, et elle était scandaleuse, elle s'est même tapé son beau-fils. Elle était même à l'aise sur le fait qu'elle préférait parfois les filles, parfois les garçons. Elle était très cool. Alors Picasso, tu l'as appelé le Minotaure infréquentable. Pourquoi? Parce que c'est la partie où tu te dis est-ce qu'on peut séparer l'homme de l'artiste? Alors je crois qu'il a eu pas mal de chances d'être parti avant le hashtag MeToo, Picasso. Non mais... Indépendamment du hashtag MeToo, il a poussé des femmes au suicide. C'est un pervers narcissique. C'est pour ça que Minotaure est un bon mot. C'est un horrible bonhomme, tout en étant un absolu génie de la peinture. Donc c'est très très compliqué. Pourquoi je trouve qu'il est génial, c'est qu'il s'est réinventé à chaque fois. C'est-à-dire que période bleue, période rose. Ouais. T'es pas fan. La période rouge, je l'ai pas celle-là. Ouais. Non, franchement, je suis pas fan. Non, non. Je trouve que quand même. Non, quand tu regardes les traits, c'est pas régulier. Mais plus ça va, moins il dessine bien en plus. Ouais. Ça c'est vrai. Mais non, je fais partie des gens qui pourraient dire mon fils de 5 ans peut faire mieux, quoi. Non, tu peux dire ça sur certains artistes. Non, pas la période bleue, c'est sûr, où là c'était plus figuratif. Mais tu sais, je suis allé voir la toile, aide-moi. Guernica. Vraiment. Quand même, tu vois, elle est immense. Ouais, elle est grande, c'est une grande toile. Oui, mais sur le Louvre, il y a des toiles encore plus grandes, hein, et c'est mieux peint. Le mec n'aime pas Picasso. Je suis difficilement bon avocat de Picasso, mais je trouve que être aussi bon sur la longueur, parce que c'est pour ça que j'aimais bien l'idée de la première à la dernière œuvre, c'est que parfois, t'es bon pendant quelques années, ce qui était ton cas d'ailleurs, et puis c'est moins fort après. C'est pas en me suçant la bite que tu me ferais aimer Picasso. Mais non, mais Picasso, je trouve justement, il s'est réinventé à chaque fois, et personne peut dire qu'il savait pas dessiner. Quand tu regardes ses dessins de quand il avait 7 ans, la première, la Picador. Exactement, et c'était déjà sur la corrida, ce qui est assez marrant. Mais après, tu vois, il a dessiné si tu vas au musée il y a une chanson à Barcelone. de Chantal, ce matin, il a peint, c'est très belle chanson de Picasso, de Chantal Goya. J'aime pas l'homme. Il a dit la vie. Je pense que la vie commence à 60 ans, ouais, voilà. Là aussi, c'est-à-dire que si vous commencez la retraite et que vous savez pas quoi faire, peignez peut-être. Il y a peut-être une carrière qui peut arriver. Moi, c'est une des grandes envies dans ce livre, c'est que les gens aient envie de créer. Parce que souvent, tu te rends compte, quand je fais les dédicaces, je demande aux gens, je dis, vous êtes artiste? Et ils font non, comme si c'était une maladie. Et je suis sûr que parmi ces gens-là, c'est des gens qui en fait, peut-être osent pas, en fait. Entièrement d'accord avec toi. Ça me fait plaisir. Si les gens s'autorisaient à faire des choses, ils seraient surpris de ce qu'ils peuvent sortir. Tu peux pas faire beaucoup mieux comme résumé. T'aurais dû écrire la préface du livre. Les gens s'auto-censurent beaucoup. Hitchcock, alors encore un autre grand misogyne. On reste dans la misogynie. Il est aussi MeToo, il l'aurait au cul. Oui, il filmait bien les femmes, on va dire. Oui, il était monomaniaque. Lui, c'était que les belles blondes froides. C'est vrai qu'elles se ressemblaient toutes un peu. Mais non, ce qui est rigolo chez Hitchcock, c'est qu'il rate ses 3 premiers films. Ouais. Et ça aussi, c'est, je trouve, assez rassurant de se dire que Claude Lelouch aussi, hein.
Avant un homme et une femme, c'est vrai, pour le coup, je les connais pas spécialement. Mais je trouve que c'est rassurant. Ovophobe. C'est-à-dire qu'il avait peur des œufs. Et il a fait les oiseaux. Tu vois, et il a été un peu à la source. Et du coup, je pense que qui mieux que quelqu'un qui a peur des œufs et des oiseaux pour faire un film où on doit avoir peur des œufs et des oiseaux. Qu'est-ce que tu avais envie de raconter chez lui? Bah, justement, ce côté, on a droit à l'échec. Après, je me suis dit aussi, il faut des métiers différents. Et quand j'ai pensé à un réalisateur, lequel je mets? Moi, ma pure émotion, j'aurais mis Sautet, tu vois. Bien sûr. Mais en fait, je me dis Hitchcock. La Grande Vadrouille. Voilà, c'est un des meilleurs Sautés. Ouais, quand il sautait. Exactement. Mais je trouve que Hitchcock était un parcours d'artiste hyper intéressant pour être aujourd'hui celui qui est quand même, si on doit citer un réalisateur, c'est quand même comme si on doit citer un peintre, on va vite citer Van Gogh, si on doit citer un réalisateur, on va vite citer Hitchcock. Enfin, en tout cas, ma génération. Pour moi, oui, il est pas mort, Coppola, ou Spielberg, mais bon. Spielberg, ouais. M'aurait pu, mais c'est vrai que j'ai choisi que des décédés. Sauter, c'était bon, mais donc, et en fait, moi, c'est peut-être celui dont j'ai vu le plus de films. 2001, Odyssée de l'espace, j'ai oublié son Kubrick. Nom. Kubrick, oui. Alors, ça reste un film que j'ai jamais compris et que j'ai jamais adhéré. Et les gens parfois m'engueulent en me disant, mais c'est le plus grand film de l'histoire. Oui. Ouais, il y a des passages avec lesquels je me fais un peu chier, mais c'est plus un parcours initiatique Il paraît, mais moi, alors si on m'explique, ça m'aide, mais je préfère le parrain. C'est très avant-gardiste sur l'intelligence artificielle, en revanche. Sans doute sur plein de choses, c'est avant-gardiste, mais moi, je suis jamais arrivé au bout de 2001, quoi. Ah, je te conseille d'y retourner. Salvador Dali, Avida Dollar l'appelait Duchamp. Bertrand Cantat. Le mec qui n'a pas bossé. Pourquoi Dali? Parce que c'est un des rares qui faisait bien la promo de lui-même. Oui. Voire même, il était meilleur en promo de lui-même que à peindre. Enfin, moi, tu me dis choisir un Dali et un Picasso, je prends un Picasso. En revanche, je prends un Dali de loin. Ah ben voilà, tu vois, mais c'est pour ça que moi, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup le peintre. Son musée est sublime. Mais son musée, c'est déjà un truc qui met en espace. Je parle du musée, mais pas de la maison. La maison aussi est sublime. Celui qui a Figueras, le musée. La maison, elle est à Cadaqués, le musée, il est à Figueras. Ok, moi j'ai vu le musée à Figueras. Et ben, va voir la maison, c'est incroyable. Mais son destin, il est incroyable. C'est la réincarnation de son frère mort. C'est-à-dire qu'il avait un frère qui s'appelait Salvador Dali, qui meurt enfant. Oui, il redonne le même nom. Et ils font un autre enfant, ses parents, et il l'appelle, t'imagines, pour le gamin. Mais je suppose que si... Deuxième essai. La vraie question, c'est à quel moment tu lui dis. Parce que, évidemment que c'est ça qui change ta vie, mais tu te dis que t'es le deuxième, que sans la mort du premier, tu serais pas là. Je crois qu'il lui parlait tout le temps de son frère mort. Et sans doute qu'il l'appelait Salvador. Oui. Salvador est mort. Je suis là. Et ça, c'est assez fondateur dans les vies des artistes, quoi. C'est aussi, et c'est pour ça que là aussi, il n'y a pas de solution unique. Mozart, ses parents l'ont aimé, ils l'ont mis sur un piano tout de suite, machin. Picasso, son père, il était prof de dessin, donc évidemment, que tu nais là-dedans, ça aide à aimer ça. Ici, tu nais dans un conflit. T'as d'autres. Moi, j'aime bien Frida Kahlo parce que elle est dans le livre. Elle est dans le livre, mais là aussi, le parcours il est marrant. Si elle avait pas eu cet accident, elle a eu la polio avant l'accident de bus. Elle coince, mais l'accident de bus fait qu'elle est coincée au lit. Et qu'on lui offre, on se dit tiens, il lui aurait offert un sudoku, elle aurait été championne de sudoku. Donc, mais tu sais, si Rocco Siffredi s'était pas cassé la jambe au ski, il n'aurait pas eu 3 mois de lit de rééducation, il n'aurait pas découvert sa carrière. Je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, je trouve ça beau. Mais donc Dali, il parvient à parler, à passer à la télé, à dire de lui-même que c'est un génie. C'est assez difficile, ça. Il a quand même fait une découverte incroyable. Il a trouvé que l'épicentre du monde, c'était la gare de Perpignan. C'est drôle, genre. Et je l'ai vu dans une interview à l'époque, expliquer qu'il y avait 37 plis à l'anus humain au trou du cul et que c'était aussi extraordinaire, une création. C'est un chiffre magique. Mais tu l'as rencontré, non? Jamais. Ok. Parce que c'est le genre de personnage que Ardisson aurait pu avoir en interview, mais je pense que ça a dû se rater de pas longtemps. Non, je crois pas. Non, il donnait pas. Non, ça s'est raté Non, je l'ai jamais vu dans une émission comme ça. Les talk shows n'existaient pas à l'époque. Je sais pas si on l'aurait bien accueilli parce que
moi, j'aime beaucoup le peintre, mais il était quand même trop nazi et tout, ça coinçait quand même. Hein. Il était particulier, mais je crois que c'est Denise Glaser qui a une grande interview. Oui. Et c'est impressionnant, parce qu'il est là dans un fauteuil, tu dirais... qu'il a son porte-cigare, tu dirais, Dieu est descendu, on va l'interroger, puis il va remonter. Chancel a fait une il y a un radioscopie. Ah, de marrant. Dali. Bah, ça donne envie d'écouter ça. Et tu sais ce qu'il a créé comme logo, Dali? Non, moi je connais. C'est lui qui a créé le logo des sucettes Choupa Choup. Ah bon? Je connais que la pub pour le chocolat là en vin. On en parlera plus tard. C'est tout. Bon, bah voilà. Après, on va pas tous les faire. Hein. Il y a Frida Kahlo, on en a parlé. Ouais. Grande féministe qui a sucé Trotsky. Non, j'essaie d'aller vite. Tu peux pas tout résumer comme ça, mais c'est marrant. Bah, il y a des anecdotes. C'est vrai, en tout cas. Avoue que la grande histoire est dans la petite histoire. Hein. Brassens. Ouais. Petit malfrat voleur de bijoux. Moi, j'adore. Une fois, il a trempé quand il était gamin dans un cambriolage. Bah, il défend dans l'Auvergnat, il dit ça. Hein. Exactement. Un peu gigolo avec Jeanne. Hein. Il aimait les femmes plus âgées. Qui suis-je pour lui reprocher? Elle est plus âgée, Florence? Non. 37 ans d'écart. Un peu. Elle n'est pas plus vieille que toi. Elle fait plus jeune. Oui, c'est incroyable. C'est vrai que c'est un vrai problème, ça, oui. Brel. Voilà, c'est ma bêtitude qui a parlé. Mais c'est vrai que comme j'ai choisi entre des projets Coluche, j'aurais dû choisir entre Brassens et Brel, mais j'ai pas voulu. Donc j'ai mis les deux. Alors Brel, pareil, aujourd'hui, quand on revoit des interviews, il est tellement misogyne, ça passe plus du tout. Particulier, il y a l'interview où il explique que la femme doit rester sur l'œuf et que l'homme, il est fait pour partir loin du nid. Et lui aussi, il a eu des débuts difficiles, on l'appelait l'abbé Brel, parce qu'il faisait chier tout le monde avec sa guitare et ses textes un peu pas très entraînants. Et un jour, un mec, je sais plus qui, lui conseille de lâcher sa guitare. Sa guitare, je dis. Je suis tellement... je suis tellement des gros mots dans la tête que... c'est arrivé. Et tu l'as glissé quand il a lâché sa guitare. Sa guitare. Et quand il a lâché sa guitare, il s'est exprimé avec les mains et il a pris toute sa dimension. Il y a ça, et puis il y a un moment, le directeur des Trois Baudets, Canetti, qui lui dit arrête d'écrire sur les gens, sur la vie, les jeffs, les machins, écris sur l'amour. Et il dit, mais il n'y a rien de plus con que d'écrire sur l'amour, tu vois. Et il dit, essaye. Et l'autre, pour le faire chier, il dit, tu vas voir, donne-moi une demi-heure. Et il revient le lendemain et il a écrit Quand on n'a que l'amour. Et il dit, tu vois, c'est quand même débile. Et il dit, chante-la. Et c'est son premier tube. Tu n'avais pas connu, c'est un anachronique, Eric Cantona. C'est une vanne un peu surréaliste pour rendre hommage aux Belges. Et à Marcel Duchamp. Mort à 49 ans, Brel, incroyable. On a l'impression qu'il est mort beaucoup plus tard, comme Piaf, je crois, 47 ans. Mais un cancer, mais il a beaucoup fumé, hein, c'était pas une bonne idée. Barbara, la douceur ténébreuse. Là, t'as pu la rencontrer qu'à Barbara. Non, j'ai pas eu cette chance. Alors, elle était persécutée par les nazis en tant qu'enfant juive, et après elle a été violée par son père. Ça fait des belles chansons, hein. Là, à nouveau, on repart sur une enfance qui n'a pas été choyée. Voilà, bon, il y a Delon, des proches, Johnny, mais les grands absents, pour moi, c'est Coluche, Marilyn Monroe. Alors, si j'ai mis Delon, je peux mettre Marilyn Monroe. John Lennon. Oui. Alors là, ça c'est l'erreur du livre, hein, c'est Lennon. Hein. Chaplin. J'ai hésité quand j'ai mis Hitchcock. Mais je trouvais que c'était plus intéressant. Marie Curie. Ouais, c'est pas une artiste. T'as pas mis que des artistes. Epstein. Oui, mais maintenant que tu le dis. Si, il y a que des artistes. Oui, parce que Léonard, je continue. Ah ouais, non, quand même. Du coup, il y a un 2 qui s'annonce. Alex, oui, tu sors un bouquin que j'ai adoré sur les artistes. Oui. Les grands artistes, les grands génies pas de ce siècle, de l'humanité. De Vinci à Johnny. Comment s'appelle ce livre? De la première à la dernière œuvre. Voilà. Chez Michel Lafon. Qui est le plus grand artiste au monde? C'est pas à toi que je pose cette question. C'est Chloé qui est allée poser cette question dans la rue. Ah, intéressant. Regarde. Alors. Quel est pour toi le plus grand artiste de tous les temps? Michael Jackson. François. Léonard de Vinci. Picasso. Marcel Duchamp. Oh. Kurt Cobain. Céline Dion. Salvador Dali. Jimi Hendrix. Hein. C'est moi. Je pense que Rodin. David Bowie. Michael Jackson. Pour moi, je dirais Frida Kahlo. Renoir pour sa peinture. J'ai hésité.
Je dirais Mozart. C'est Jésus. J'ai pas pensé à mettre Jésus. Je suis pas mal, hein. Il y en a quelques-uns. 5, il y en a 5. C'est pas mal. Tu dirais qui, toi? Moi, je crois que j'aurais dit Mozart, ouais. Parce Ouais. qu'il y a ce côté, en fait, purement génial, tellement génial, jeune, que il y a du trop de talent. C'est Brel qui dit c'est 90% de travail et 10% de talent. Je pense Mozart, il avait un peu plus de talent. Moi, j'aurais dit De Vinci parce que Mozart, il était génial dans sa discipline et Je que suis De Vinci, il était presque universel. Roman, on ne te demande pas, on s'en fout. Moi, Jean-Sébastien Bach. Et ça, c'est la dispute des goats. Passe ton bac d'abord. En tout cas, attends, moi j'avais un truc à dire sur ce livre que j'ai lu aussi, Ah bah, et je trop bien. trouve que c'est le livre parfait pour offrir pour les gens qui aiment pas lire. Parce que justement, Aussi. tu ne t'emmerdes pas du tout, tu peux lire une vie ou plusieurs, tu te laisses prendre dedans, tu lis une petite anecdote, tu le refermes, c'est parfait pour les jeunes. Très bon livre. Je peux pas dire mieux, je préfère que c'est toi qui Voilà. le dises. C'est une belle promo, non? Bah, Ouais. c'est peut-être une des meilleures promos que j'ai faites. Tout à l'heure, on était dans le top 3, on est monté. Ouais, 2. Et c'était qui la meilleure C'est qui le promo? Le premier numéro 1, c'est qui? Ah, c'était en Belgique, elle avait bien bossé. Ah ouais. Ah, elle. Ouais, Elle a ouais. bien bossé, hein. Ouais. Tu souffres d'anosmie C'est vrai, j'ai pas d'odorat. depuis l'enfance. Je ne sais pas ce que c'est qu'une odeur. Est-ce que... C'est la chance de Roman aujourd'hui. Est-ce que tu vis ça comme un handicap ou alors tu as complètement banalisé cette situation? J'ai banalisé cette situation, mais je suis très conscient que c'est un handicap parce que quand j'en parle aux gens, ça les fait plus souffrir que moi. T'es aveugle du pif. Je suis aveugle du pif. Mais au fond, pour mon quotidien, c'est ni un drame pour moi, ni personne s'en rend compte. Donc, il y a personne qui me parle différemment parce qu'il me pense handicapé. Donc, c'est un handicap voilà, qui est très vivable et j'ai beaucoup parlé avec les gens. T'es pas qui une l'avaient personne de perdu. petite taille, t'as une petite déficience olfactive. Voilà, si tu veux. Mais... Donc, c'est assez... Mais quand j'en parle, les gens ont plein de questions et je crois qu'ils projettent leur propre perte de... Tu veux une petite anecdote? Oui, c'est troublant. Oui, Tu Roman, veux oui. une petite anecdote avec Alex. Il y a quelques années, on était sur un petit resto de plage. On était en train de travailler sur un événement. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce resto de plage. Il y a un retour d'égout ou un truc horrible qui se passe. En tout cas, la plage se vide. C'est-à-dire que tout le monde se barre. Il lui recommande des Et, chips. et lui, il reste au milieu avec moi qui dit putain, ça pue quand même. Il fait oh, non, ça va. Non, Non. j'ai quand même dû te dire. Non, mais tu me l'as dit. Je me fais non, on Mais je est bien savais là. pas à quel point. On est bien là. Et tout le monde est parti. C'est-à-dire qu'il y avait 300 personnes sur la plage. Plus personne ne pouvait rester dans cet endroit. Lui, il était très bien. Donc Bah, pour ça moi, fait c'est partie- plutôt un super pouvoir. Ça fait partie des C'est rares pas- handicaps qui peuvent avoir Ouais, ouais, c'est vrai. des bons côtés. C'est un super pouvoir. Il résiste aux Quelle est odeurs. l'odeur que tu rêverais de sentir? Si je réponds ta mère, ça va pas. Je comprends et je suis sûr qu'elle le comprendra aussi. Bah oui, une femme, je crois. Quand même. Ta femme. Oui, Ouais. bah oui, en premier. Je ferais. Et quel endroit? Le cou. À une lettre près. Dommage. Il y a plein de trucs que tu pourrais faire. Tu peux toi, faire le GR20, dormir, partager un lit avec un randonneur, t'en as rien à foutre. Alors, c'était la phrase d'un de mes amis humoristes qui me disait toi, ce qu'il te faut, c'est une top modèle qui pue un peu. Parce que personne n'en voudrait, et toi, tu serais le plus heureux des hommes, et elle, ça lui ferait plaisir aussi. Mais c'est très difficile de faire une annonce. Cherche. Tu pourrais remanger ton vomi. Ah, j'ai du goût. Bah non. Ah bah si. Quand on voit Florence, c'est gratuit, c'est pas vrai, elle est belle. Je te laisse, tu la connais, c'est elle qui Ouais, va t'appeler. ouais. Elle est belle, elle est drôle. Plus que moi. Oui, tout à fait. Bah, celle qui coupait mes blagues. Il est bien placé pour en parler. Chez Ardisson, on faisait Alors, 13 minutes de sketch et il y en avait 9 à la télé. Et donc, elle m'écrivait pour me dire voilà ce qu'on va enlever. il est tombé amoureux. Une fille castratrice, il a dit. Et en vrai, elle enlevait les bonnes Alors, mauvaises blagues. je vais te donner des odeurs que tu rates. Ah ouais, vas-y. Le pain grillé. Alors, je vais dire un truc avant que tu continues, parce qu'on va voir si ça se vérifie. Je pense que ce que je trouve beau, ce que vous aussi trouvez beau, sent bon. Et je trouve que c'est beau, joli. le pain grillé. Roman, Mhm. tu confirmes. C'est beau le pain grillé, oui. Ou je même quand confirme. tu cuisines, tu fais revenir des oignons, tout le monde dit oh, ça sent bon, qu'est-ce que tu fais? Bah rien, j'ai pas commencé. Et le pire, Ouais. c'est que je suis fier quand je cuisine et que les gens me disent ça sent bon, alors que vraiment, je n'en ai aucune Ouais. idée. Tu gères tes flatulences? Pas terriblement.
parce que on va en parler une bonne fois pour toutes, Oui. ça c'est fait. Dans ma tête, si c'est silencieux, Ça passe. c'est inodore. Parce que, et en fait, je crois que je me trompe. C'est un peu l'inverse. Que je me suis déjà fait Ouais. plusieurs fois gauler sur ce sujet. Parce que en fait, moi, je ne sais pas ce que c'est que l'odeur de ça. Mais j'ai ce sentiment que pour vous, c'est vraiment infâme. Et donc, moi, je ne mesure pas Non, quand c'est le tien, ça va, mais c'est ceux des autres qui te dérangent. Tu pourrais dormir à côté d'une vieille qui est morte depuis 6 mois, ça ne te gênerait pas. Comme je parle beaucoup, je m'en serais rendu compte à un moment, mais t'as raison, oui, non, sans problème. Le gazon fraîchement coupé. Ça a l'air beau aussi, ça. Les pages d'un livre. Alors, je sais pas pourquoi, là, je peux compenser. Parce que je trouve que quand je les touche, je vois ce que ça Alors, un représente. truc que tu n'as pas connu, le linge propre. Là aussi, quand on m'envoie choisir quelque chose qui a une odeur, si on me dit, et ramène de la lessive, je suis là tout perdu devant des odeurs qui m'échappent totalement. Le barbecue. Ah, ça a l'air bon, non? C'est quoi? C'est le jus de viande un peu qui sent bon, non? Oui, c'est l'odeur de la viande qui grille et quand tu sens un barbecue, ça te donne faim. Enfin, pour les gens qui aiment bien, qui sont pas végétariens. Bon, évidemment, les parfums, l'odeur corporelle, la peau d'un bébé. Ça sent bon? Bah, Non, parce que là, il y a un truc que je peux compenser toi par qui es le toucher. belge, Non, mais moi, tu sais, moi, je suis plutôt. la colle Cléopatra. Quand on était gosse à l'école. Ça, je sais même pas ce que c'est. C'est une colle qu'on sniffait, qui va pas une colle qu'on faisait, et qui avait une odeur et qui Il y en a qui défonçait la un mangeaient peu. aussi. Hein, donc, Ouais, qui faisait tourner la tête et c'est une Madeleine de Proust, la colle Ça veut dire. Cléopatra. Vous pouvez la prendre à la petite cuillère. Ouais. Les doigts Très dans ton particulier. Ah, cul. Alors, ça m'a l'air sympa. Mais effectivement, je sais pas à quoi c'est. C'est parce que t'as pas d'odorat que tu te savonnes pas les pieds. T'as parlé avec des gens ou pas? Parce que J'ai travaillé. Ah, bien joué. Il y a eu un grand débat, il y a pas longtemps, dans mon entourage. Se savonne-t-on les pieds dans la douche? Moi, je pars du principe que, en fait, comme... Non, c'est con. Non, mais... Non. alors, vraiment, C'est là où on voit que t'as pas d'odorat. faites le jeu chez vous. Mais non, parce qu'il y a plein de gens qui ont d'odorat qui ont dit, non, on savonne pas les pieds puisqu'on marche dans le savon vu qu'il tombe. Non, on dans marche la pas douche. dans le savon. Dans la douche, tu marches dans le savon. Non. Donc toi, parce que c'est risqué. Il y a un âge où c'est risqué de lever le pied. Oui. Tu vois. Oh, t'as vu comment il... Non, mais il même... il est pernicieux, hein. Là, tu lèves tes pieds. Non, personne Tant fait que ça je dans peux la le douche. faire. Ah, tu vois. Mais personne fait ça dans la douche. Personne lève les pieds pour aller se frotter en dessous. c'est pas La vrai. moitié des gens, oui. Mais j'y crois pas une seconde. Mais, ne dis Mais pas j'attends de les personne. voir. J'attends de les voir. Ne dis Mais pas non, parce que- personne. Mais tu risques de te casser la gueule en permanence. Il y a du Mais savon par attends. terre. Non, Tu personne peux- fait ça. Pardon. Lève-toi, t'arrives pas à toucher tes pieds. Mais non, j'arrive pas du Vas-y, tout. savonne Mais tes pieds. S'il y a du Savonne tes pieds. Mais là, j'y arrive. Mais là, Ouais, j'ai ça pas glisse, d'eau, en j'ai plus, pas de dans la savon. Non mais pas sans, écrire un lever, pommeau de sans douche. lever la jambe, Roman. Vas-y, touche tes pieds. Tu fais ça, toi? Non, mais c'est rigolo parce que je crois vraiment c'est un truc, on est tous seuls dans la douche. Et donc, personne non, se non, parle non, toujours. Enfin, On parle pour toi. quand on a beaucoup de chance, mais c'est à ce moment-là, tu te savonnes pas les pieds. Mais donc, je crois que c'est une vraie bonne question à poser dans des dîners. Non, dans parce un que, bain, pourquoi pas, mais et encore, voilà. Personne se savonne les pieds, en vrai. Tout le Moi, monde- je suis l'équipe Roman. mais- Alors, non seulement tu n'as pas d'odorat, mais t'es un gros dégueulasse qui fait slurp quand tu bois ton café. Mais je commence à savoir très bien. Et en fait, En laissant la cuillère. j'aime bien. Enfin, bon, là, je Tu vois. fais du bruit en buvant ton café. Fais des gros slurps. Mais c'est Comme Brel dans la chanson. C'est exactement. Mais c'est le matin. C'est le matin. Tu laisses ta cuillère parce que t'as tourné. Moi, je mets du sucre dans mon café. T'as tourné. Elle Oh, est le là. mec qui a réussi. Oh, le mec qui nous jette son fric à la gueule. Et je mets du bon sucre, mon pote. Et alors, la cuillère, elle est là. J'ai pas envie de la déposer sur la table de nuit, donc elle reste. Et donc, je la tiens un peu mal. Et c'est vrai que fatalement, le slurp arrive plus vite. Mais je trouve pas ça. Sauf que c'est un bruit de matin. C'est un bruit qui. Mais c'est vrai qu'il s'avère que la personne qui partage mes slurps trouve que c'est pas bien de faire ça. Donc j'essaye de faire attention, mais j'y arrive pas. Comme tu n'as pas d'odorat, tu chies la porte ouverte. Que tout le monde en profite. Ça, c'est pas un problème d'odorat. Tu sais, je suis allé à Éphèse visiter les ruines. Et en fait, à l'époque, il y Il y avait a une des. tour là-bas, non? Il y en La a deux. fameuse. Et tu avais des des toilettes publiques. Donc les gens, ils étaient chacun sur leur trou et ils se racontaient des trucs et ils chiaient ensemble parce qu'il y a le tout à l'égout arrivé juste là en dessous.
Et je trouve ça très convivial. Et moi, j'aime bien parler quand je suis sur le pot. Oui. Je suis en train de dire des trucs, peut-être une fin de C'est carrière. redondant, tu dis toujours pareil, à la fin, tu cries toujours « aïe ». Quand j'étais plus jeune, quand j'étais petit, je criais « ça y est ». Non, encore maintenant. Non, vraiment, il y a des limites. Il y a des limites à lâcher mon intimité. Mais effectivement, moi, ça ne me semble pas un drame de laisser la porte ouverte. Mais je sais bien que là aussi, il est des gens qui trouvent que c'est inenvisageable. On m'a dit pire sur toi. Tu te filmes en faisant caca dans le... C'est vrai, Je suis pas fini. Si, mais si. Tu te filmes en faisant caca dans les toilettes à la turque, et après, pour t'exciter, tu te repasses le film à l'envers. J'adorerais que, à mon décès, on retrouve ça tu vois, quand on va ouvrir mon testament, il y a une collection de vidéos pour Laurent Baffy. Bon, après, t'aimes pas le citron, voilà. Oui, ça, c'est pas fou. C'est vrai. À 18 ans, t'as pas quitté ta province, ta mère t'offre une voiture, tu la casses le jour même. Et depuis, tu conduis comme une petite vieille. J'ai eu mon permis le matin, parce qu'en Belgique, tu as 6 mois d'adaptation, et je conduis très bien pendant 6 mois. Et le jour où j'ai le permis définitif, le soir, je fais une sortie de route, une vieille Volvo, et elle file sur le côté. J'avais mis ma ceinture de sécurité. C'est solide. Et souvent, parce que dans l'histoire des carrières, des machins, je me suis déjà fait cette réflexion si j'avais pas mis cette putain de ceinture de sécurité ce jour-là. Parce que c'est le seul bon réflexe que j'ai à ce moment-là. Si je mets la ceinture de sécurité, je rentre trop vite, il pleuvait à Bruxelles. Je fais je fais de l'aquaplaning dans le bois de Lacan. Et la bagnole, elle se pète et tout. Enfin, elle se pète, je passe au-dessus des cailloux et tout, donc tout le dessous est cassé. Et je pense vraiment que si j'avais pas mis la ceinture de sécurité... Toute l'anecdote de la bagnole. Ouais. Non, juste mettez votre ceinture de sécurité. Et quand tu manges avec ta dulcinée, comme t'as pas l'odorat, tu manges des andouillettes qui puent la merde. En fait, est-ce que t'as été payé? En fait, c'est pas Trade Republic ton sponsor. Ouais. C'est ma compagne qui a décidé de te dire tout ce qu'elle voulait que je change, que je le balance. J'aime bien l'andouillette, oui. En fait, j'aime bien ce qui est fort au goût. Parce que comme j'ai pas d'odorat, je compense. Donc, tu me donnes du maroilles, tu me donnes... Alors, à Lille, à côté de la gare, quand tu sors de la gare Flandre, sur ta droite, là, il y a 3 restos. Il y en a un, il fait de l'andouillette au maroilles. C'est mon kiff absolu. Je peux aller à Lille 3 jours et manger 3 soirs d'andouillette au maroilles. Je suis désolé. C'est bien de connaître l'intimité d'un invité. On a rarement été aussi loin dans une coloscopie. J'avoue que c'est vrai que c'est la thématique. Tu connais l'émission ? Ouais. Tu sais comment ça se termine ? Non. Par le tu préfères. Ah oui, bien sûr, j'adore. C'est souvent ça. Moi, je regarde tes extraits sur les Instagram. Ouais, t'as jamais regardé une émission en entier. Il n'y a que la tienne que tu vas regarder. Même pas. Alors, tu préfères présenter les Molières chaque année ou aller à un enterrement chaque semaine ? Non, les Molières alors. Moi, j'aime pas présenter les Molières chaque année. Je trouve que c'est bien d'espacer. Mais si je dois perdre un ami toutes les semaines, franchement, je vais faire les Molières. Mais c'est très chiant de présenter les Molières. Non, j'adore. Voilà, oui, tu veux pas dire du mal. Non, franchement, j'adore ça. Je trouve ça chouette. Si tu te sens oppressé par cette présentation, cligne des yeux. Ou fais un... Non, je suis super content. Tu préfères pisser sur les femmes infidèles comme dans la chanson de Brel ou te faire violer par un gorille comme dans la chanson de Brassens ? Je vais demander pardon aux femmes, mais l'idée du gorille me perturbe un peu. Donc dis-le. Je préfère pisser sur les femmes infidèles. Tu préfères péter en permanence comme Mozart ou ne rien entendre quand tu pètes comme Beethoven ? Mozart. Mais qui a décidé que c'était pas un beau bruit, le P ? Qui ? C'est un bruit qui fait rire, en tout cas. Exactement. Ça fait marrer tout le monde. Apparemment, on pète tous 25 fois par jour. C'est un chiffre moyen. Non, 15. Minimum. 15 J'ai entendu plus que ça. 15 ça dépend ce que tu manges. Pour les hommes et 14 fois par les femmes. Et on délivre un mètre cube de méthane. C'est très peu par rapport à une vache. Je crois que c'est 300. C'est pas faux. Mais donc, genre, à un moment, ça sert à rien de stigmatiser les gens qui, malheureusement... C'est une moyenne. Tu préfères regarder le film de Chantal Akerman tous les jours ou ne plus jamais regarder de film de ta vie ?
film Chantal Akerman, elle est dans ton livre. Ouais. C'est vraiment. Jeanne Dillman. Elle n'a rien à y faire dans ton bouquin. Ah bah c'est le film le plus important pour tous les cinéphiles. Non, c'est le British Institute qui a déclaré que c'était le meilleur film de tous les temps. Oui, c'est ça. Ouais. Tout le monde peut se branler où il veut, mais pas forcément. En l'occurrence, ils ont été plusieurs à se branler sur Chantal Akerman. Je vous conseille de le regarder une fois parce qu'il est très fort. C'est sur l'ennui d'une femme seule. Donc effectivement, elle parvient pas mal à transmettre ça. Il y a une scène merveilleuse où Delphine Seyrig, parce que c'est quand même une grande actrice qui joue, pèle des pommes de terre, mais il y a vraiment un pot de pommes de terre et elle les pèle de la première à la dernière en plan fixe. Voilà. Pas de film. Tu nous fais envie. Hein. Ouais. Alors, bah non. Est-ce que je vais me l'imposer tous les jours ? Je dirais non. Je serais très malheureux de ne pas voir. On regarde films. un extrait d'1h20. Tu préfères déterrer des morts pour les disséquer comme Léonard de Vinci ou te couper l'oreille comme Van Gogh? Déterrer les morts, moi, comme j'ai pas d'odorat, tu pourrais le faire. Ouais, c'est pas un truc qui me dérange beaucoup. Tu préfères te réveiller enterré vivant comme dans un épisode de Hitchcock, tu sais, sa série là, ou te faire amputer d'une jambe comme Frida Kahlo? Non, je crois que ça doit être horrible de te réveiller. Je crois. Personne n'a vraiment pu témoigner. Donc, note qu'il y en a de temps en temps qu'on réussit à toquer, on les a entendus, mais non, on va laisser une jambe. Ça m'ennuie un peu, hein, mais je fais assez peu de padel, donc je peux en perdre. Ok. Tu préfères être victime de paralysie faciale comme Jules Verne ou pousser les femmes au suicide comme Picasso? Non. Je culpabiliserais tellement. Non, on prend la paralysie faciale. Tu préfères avoir à gérer la succession de Johnny Hallyday ou celle d'Alain Delon? À gérer, ça veut dire que je serais quoi, le notaire? Ou l'un des membres de l'arbitre? L'arbitre Exécuteur testamentaire. Je crois que Delon avait donné un peu plus de consignes lui-même, ce qui est sans doute un poil plus facile. Parce que si c'est toi qui as décidé, c'est toi le chef, et donc par respect pour ce que tu as fait, ça doit être un peu plus simple. Mais je connais pas bien les dossiers. Tu préfères quand Florence te suce hurler « Ceci n'est pas une pipe » ou quand tu la sodomises hurler « Je suis fou du chocolat Lanvin ». J'aime bien le ceci n'est pas une pipe, ça amène une petite belgitude. Et puis ça la motive à faire mieux, j'imagine. Merci Alex, c'était un plaisir. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses conjuguées. Recevoir un ami, être fier de son travail. Je suis trop content que tu aies aimé le bouquin. Vraiment, ça me fait très plaisir. Je le soupçonnais un peu que ça allait être le genre de choses qui t'intrigue, parce que t'aimes bien les anecdotes, t'aimes bien les artistes. Mais voilà, j'ai constaté, comme tu as lu de la première à la dernière page, vraisemblablement, que tu as aimé ça, donc que vous avez aimé ça, puisque vous aviez tous les deux belle bossé. fin de carrière. Comme ça, je peux vite rentrer dans mon livre, quoi.